Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de redémarrer les travaux après cette pause méridienne. Et redémarrer les travaux avec une table ronde qui est plutôt de configuration rectangulaire et afin d'aborder les sujets autour de la formation professionnelle à distance. Alors la révolution technologique s'accélère, portée par une transformation numérique qui doit désormais intégrer à la fois les impacts des intelligences artificielles génératives et les impératifs de sobriété énergétique. Dans ce contexte de transition numérique et environnementale, le monde du travail et les compétences de demain seront profondément transformés. Dans ce contexte, quel rôle et quelle place pour l'enseignement supérieur et la recherche publique dans l'accompagnement de ces transitions? La formation professionnelle à distance est-elle une voie d'autonomie des universités? Cette table ronde vise à vous apporter des regards croisés d'acteurs publics impliqués dans l'accompagnement de ces transitions dans le champ de la formation. Et j'ai le plaisir de recevoir à cette table 4 acteurs majeurs de ces transformations, en la personne de Mireille Branger, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et qui est coordinatrice nationale de la stratégie pour l'enseignement et le numérique au secrétariat général pour l'investissement. N'hésitez pas à me corriger. Avec Olivier Emmerlé, qui est peut-être plus nécessaire de présenter, mais qui est directeur du groupement d'intérêt France Université Numérique et président de l'Université Numérique. Avec Laurent Bourlès, qui est président par intérim de la FCU. Donc la formation continue à l'université, ce réseau qui fédère l'ensemble des directeurs de services de la formation continue dans les universités. Et Karine Lambert, de l'Université Gustave Eiffel, qui est directrice de la formation professionnelle continue à l'Université Gustave Eiffel. Merci à vous 4 pour votre présence. Donc, compétences et métiers d'avenir n'est pas uniquement lancé dans le cadre de la stratégie enseignement et numérique, mais sert aussi les objectifs de cette stratégie. Et c'est vrai que cet appel Digital FCU, qui est un appel lui-même transversal, a été inscrit et s'est inscrit dans cette stratégie enseignement et numérique. Et également pour une raison, et je réponds donc directement à votre question, Émilien, que je n'ai pas oublié, c'est qu'en termes de compétences et de métiers d'avenir, nous avons considéré que les compétences et les métiers d'avenir, c'est les métiers d'enseignants et de formateurs. Voilà. Donc, formateurs de formateurs également. Et que ces compétences, elles devaient s'appuyer sur une maîtrise encore accrue des outils numériques, des avancées de ces technologies numériques, mais pas seulement. Et donc, voilà, un appel très direct, en fait, à la montée en compétences des enseignants, des élèves, d'abord, et des étudiants, puisque c'est une stratégie qui va du scolaire au supérieur et à la formation continue. Donc, plus largement, des apprenants, des enseignants et des formateurs, formateurs du public, formateurs du privé et métiers au sens large de l'ingénierie pédagogique dans les formations. Voilà, pour rappeler un petit peu ce cadre. Et c'est aussi donc dans cette optique que le projet Digital FCU a été choisi. J'insiste sur le fait que si vous me posez la question, et vous l'avez posée, est-ce qu'on a répondu aux objectifs? Non, on en est très loin. Alors, concernant les compétences, le format qui a été choisi par FUN, c'est le format de la micro-certification. Et dans le cadre du projet, je pense que c'est dans le cadre du projet, alors moi je l'ai pris en cours, hein, j'y suis pour rien dans ce projet. Donc, il y a un cadre, comment vous l'appelez? Le cadre des micro-certifications. Ouais, voilà. Donc il y a un cadre qui a été défini, et si j'ai bien compris, hein, grosso modo, pour une micro-certification, on a une compétence, on est dans de la formation professionnelle, et là pour le coup, autant des enseignants-chercheurs de l'université
les compétences, ça peut les hériter, autant lorsqu'on parle de formation professionnelle, c'est quand même beaucoup plus naturel. Donc on a des micro-certifications, à chaque micro-certification est associée une compétence, ou peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Et donc voilà, je pense que c'est la réponse du projet Digital FCU à la question de la transmission de ces compétences. Mais tu peux me corriger ou compléter, je crois que je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Merci beaucoup Olivier. En effet, un cadre commun des micro-certifications a été défini dans Digital FCU qu'on a pu partager avec un certain nombre d'acteurs de l'enseignement supérieur public et notamment avec nos collègues du CNAM avec lesquels on est arrivé au même résultat et donc on est sur un cadre qui vise l'acquisition de compétences après une expérience de formation relativement courte puisqu'elle est comprise entre 7 et 30 heures dans le cadre qui a été posé par Digital FCU. Tu as évoqué ces évolutions de marché, Olivier. C'est un sujet qui nous occupe beaucoup dans le métier de la formation professionnelle, qui occupe beaucoup le réseau de la FCU. Laurent, ces évolutions de marché, qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots? Comment le marché se transforme-t-il? Et du coup, quels sont les défis pour les services de formation continue universitaire à relever dans ces transformations? Merci Emilien. Alors je pense qu'effectivement, il y a cette méconnaissance de l'activité de formation continue dans nos établissements d'enseignement supérieur public. Et souvent, j'aime à rappeler que la formation continue est une mission des universités qui est fixée dans le Code de l'éducation au même titre que la formation initiale. Donc effectivement, on est tout à fait légitime à aller sur ce marché. Et c'est vrai que c'est un marché qui est en profonde évolution, qui aujourd'hui, on voit bien, il y a une demande forte d'hybridation des formations. Alors hybridation qu'il faut réussir à accompagner, qu'il faut réussir à professionnaliser, pour éviter effectivement de se retrouver coincé dans les dérives qu'on peut constater dans un certain nombre d'endroits aujourd'hui, qui est on met une caméra et on dit qu'on fait du distanciel. Et on voit bien que la demande est de plus en plus forte aujourd'hui, de la part notamment des stagiaires, pour avoir dans nos formations continues des caméras pour pouvoir retransmettre en direct les formations continues qu'on dispense. Donc ça devient un véritable enjeu pour nous d'accompagner ça. Il faut qu'on arrive justement à repenser nos formations. Et on voit bien comment nous, universités, on va réussir à se positionner sur un marché effectivement qui est très concurrentiel. Et depuis très longtemps, en fait, les universités sont probablement victimes de leur émiettement. C'est-à-dire que depuis très longtemps, on sait qu'on a un mal fou à valoriser ce qui est fait dans nos établissements. Parce qu'on a une centaine d'établissements d'enseignement supérieur public et qu'on y va chacun à essayer de réinventer la roue, etc. etc. Il y a très peu de mutualisation, ou il y avait très peu de mutualisation, donc c'est pour ça que j'étais très intéressé par l'exposé de ce matin sur Shift, où vraiment ça résonnait vraiment par rapport à nos préoccupations. Et effectivement, je pourrais revenir tout à l'heure sur le travail qu'on a pu mener dans le cadre de Digital FCU sur un secteur qui est très concurrentiel, celui de la formation continue, réussir à travailler ensemble entre établissements d'enseignement supérieur public. Merci beaucoup Laurent. Pour donner la parole à Karine, l'Université Gustave Eiffel est lauréat dans l'appel à projet ASDESR, accélération des stratégies de développement dans l'enseignement supérieur et la recherche. Ce projet s'appelle ForcoVD, formation aux compétences de la ville durable. Formation continue à la ville durable, ouais, tout simplement. Comment ce projet accompagne ce besoin de développement des compétences pour des villes durables? Alors, bonjour à tous. Alors, ce projet, c'est un projet qui vise à développer une offre de formation continue courte, donc adossée à la recherche et sur la thématique des villes et des territoires durables.
Pourquoi ce choix-là? En fait, quand on regarde tous les scénarios, tous les rapports qu'on peut lire, alors il y a le scénario bas carbone, vous avez de l'ADEME, vous avez les rapports de la DARES sur l'emploi en 2030, vous avez le rapport Jusels qui donne des infos aussi sur la formation. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que tous les métiers qui vont tourner autour de la transition écologique sont des métiers d'avenir. Les métiers vont profondément changer d'ici même 2030. Donc là, je vous parle, on est en 2024, donc ça va arriver très très vite. Donc c'est un enjeu très très important. Les services numériques vont continuer de progresser, donc on va avoir beaucoup de demandes sur ces sujets-là. Et les besoins de formation vont être très très importants. Et ça, c'est aussi un facteur démographique. Donc on va avoir besoin de former la population. Et quand on dit former la population, ce n'est pas que les étudiants, c'est aussi nous, les adultes, parce que les enjeux, c'est aujourd'hui. C'est les gens qui prennent les décisions, c'est nous, en ce moment, aujourd'hui. Donc il faut aussi former en fait, tous les adultes sur tous les secteurs, dans les entreprises, les collectivités, les universités. On parlait des enseignants, mais c'est toute la population qu'il faut reformer sur ces sujets-là. Donc nous, en tout cas, c'est le constat qu'on a fait, et il se trouve que ça tombe plutôt bien, puisque à l'université Gustave Eiffel, on concentre un quart de la recherche française sur la question des villes et des territoires durables et de leur résilience. Donc on s'est dit, on tient peut-être quelque chose, et du coup, c'est pour cette raison-là qu'on a répondu à l'appel à projet. Et donc on souhaiterait un petit peu contribuer au transfert de connaissances de la recherche vers les milieux socio-économiques. Pour ça, on a pour l'instant, donc le projet, on est lauréat que depuis 1 an, donc on démarre encore, on est en train de se structurer, de s'organiser, mais on a fait un premier travail de recensement déjà des compétences qu'on avait nous en interne. Et donc ça passe par aller rencontrer tous les laboratoires de l'université, de prendre connaissance de leurs travaux de recherche, des équipements qu'ils ont à disposition qui peuvent être intéressants et qui peuvent avoir des visées aussi formatives intéressantes. Mais ce n'est pas suffisant parce que, comme l'a dit mon collègue, c'est un marché très concurrentiel. Donc on opère aussi un travail de recensement des besoins des milieux en fait, économiques, donc des entreprises et des acteurs publics. Et le travail qui va poursuivre pour nous, c'est de voir quel est le lien en fait, entre qu'est-ce qu'on a à disposition et qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et là, on voit que l'équation, elle est pas forcément très très simple. Déjà parce que les entreprises, elles n'ont pas toujours conscience en fait de tous ces enjeux-là qui vont arriver très vite. Elles ont, nous, on a identifié des besoins de formation, on sait qu'ils sont là et qui sont importants, mais eux, ils n'en ont pas toujours conscience, ou s'ils en ont conscience, c'est pas forcément leur priorité du moment. Donc il y a un gros travail à faire sur ces sujets-là pour aussi acculturer, accompagner et rendre aussi visible notre activité et notre offre de formation. Merci beaucoup, Karine. Mireille, dans votre intervention précédente, vous précisiez que tous les objectifs n'étaient pas atteints. Alors, l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir est lancé depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Le budget 2025 présenté par le gouvernement appelle à une meilleure efficacité et vraisemblablement des dépenses publiques dans un contexte budgétaire contraint. Quel impact sur l'investissement de l'État? Qu'en est-il justement de ces levées au fil de l'eau sur ce sujet? Est-ce qu'on peut encore transmettre une lettre d'intention dans l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir visant la filière enseignement et numérique? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des attentes spécifiques en matière de levier commun? Quels sont les types de projets que vous regardez avec plus d'attention? Alors, plusieurs choses. Première chose, pour répondre très ouvertement, aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de la part du secrétaire d'État, du secrétaire général à l'investissement, Bruno Bonnel, d'indications sur des coupes qui viendraient drastiquement sur le budget de France 2030. On a les investissements vont se faire un peu sur un temps plus long. On va décaisser moins, enfin, ce qui est engagé, donc ça, il y a eu
rassurez-vous, pour vos projets, il n'y aura pas de conséquences. Ensuite, on va peut-être prendre un peu plus de temps pour lancer certaines actions. Dans un premier temps. Ensuite, je ne peux pas honnêtement répondre. Ce que je voulais dire, alors, sur les indications, sur les levées de CMA, pardon Catherine Buick, Bruno Bonnel, François Germinet et Olivier Vandard, qui s'occupent de ces sujets au SGPI, ont expliqué dans un média concurrent à AEF ce qu'il en était. Donc vous pourrez vous reporter à cette dépêche, et de façon très spécifique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une priorisation sur des priorités données par des régions sur des secteurs industriels, ceux qui n'obèrent aucunement les chances, si on avait des projets qui s'avéraient vraiment extrêmement importants dans des secteurs qui ne seraient pas désignés comme prioritaires par des régions et qui auraient échappé aux précédentes levées, de les sélectionner et de les financer. Voilà ce que je peux dire. Donc ça, c'est une des questions. Votre question générale, parce que pour moi elle est importante, je ne sais pas comment on va y revenir dans la suite des débats, c'est la question de la formation professionnelle comme voie d'autonomie des universités. Ça revient à ça en réalité. Alors, on n'est pas en train, là, j'outrepasse la question. Voilà. J'espère qu'on aura assez de budget pour changer les piles. Là, la question, c'est la question du financement de manière générale par l'État et pas seulement par le SGPI et France 2030 des universités. Ce qui est certain, c'est que la formation professionnelle est une des voies. Il serait totalement illusoire de croire que cela n'est pas le cas. Du reste, l'université Gustave Eiffel a répondu dans le cadre d'un projet qui visait à diversifier les sources d'entrées financières de revenus pour les universités et de ressources pour les universités. Et elle y a répondu notamment par ce volet que vous décriviez. Ça ne peut pas être la solution unique, mais moi je réfléchis, je l'ai déjà dit, mais je le répète, et ce serait peut-être mon message principal cet après-midi, je l'ai déjà dit lors du lancement du projet Digital FCU, je raisonne en termes de mission. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai accepté d'être là aujourd'hui dans votre table ronde, alors que la formation continue n'est originelle pas, sauf enfin elle est hybride, ça m'intéresse beaucoup, mais sinon, voilà, je ne suis pas la spécialiste de la question à proprement parler. En revanche, ce que je crois, et fondamentalement, c'est qu'il faut réfléchir en termes de mission de l'université. Alors vous le disiez, c'est une des missions inscrites pour l'enseignement supérieur et les universités. Plus largement, si on réfléchit à ce que sont les missions et vont être les missions de l'université au XXIe siècle et de l'enseignement supérieur, moi je suis convaincue que c'est de devenir un enseignement, un espace, ce qui laisse les possibles ouverts, physique et digital, un espace de formation tout au long de la vie. Et ça c'est fondamental, c'est-à-dire d'arriver à penser ce pivotement de l'exercice et de l'espace de l'enseignement supérieur. On n'y est pas encore. Hein. Et vous avez raison, Olivier. C'est-à-dire que le réflexe premier des enseignants, c'est de dire on est là pour faire de la formation initiale et de la recherche. Mais je crois fondamentalement qu'il faut replacer dans un contexte mondial l'espace de l'enseignement supérieur comme un espace, je le répète, de formation tout au long de la vie. Et donc, ce n'est pas seulement une manière de faire rentrer des euros ou des dollars, c'est assumer ce qu'est la mission de l'enseignement supérieur au XXIe siècle. Et donc d'interconnecter la dimension de formation initiale avec celle de formation continue au bénéfice de tout un arc
qui va être l'enseignement tout au long de la vie et la formation tout au long de la vie. Donc ça, c'est vraiment au-delà du fait que c'est une source financière pour les établissements d'enseignement supérieur et que certains vont plus vite sur ces questions parce que le modèle économique est pour eux, et je pense à des établissements d'enseignement privés, est pour eux véritablement beaucoup plus prégnant et beaucoup plus dur en fait. Hein. Voilà, il y a des actionnaires derrière, il y a des résultats à fournir. Bien sûr, certains l'ont intégré, mais pensez en termes de mission. J'aurais autre chose à dire sur ces questions. Levier commun, et donc votre projet dans la mutualisation est extrêmement important parce que je pense qu'il répond à cet émiettement des offres et que c'est effectivement quelque chose, je trouve, qui est profondément malin et intelligent d'y aller de manière unie parce que, je l'avais dit aussi, pour une question de lisibilité pour les usagers et ceux qui ont besoin de se former. Et j'avais envie de mettre aujourd'hui, en réfléchissant à vos questions, un dispositif en exergue dans les mutualisations d'endroits. On travaille sur un dispositif qui s'appelle les campus connectés. Ces campus connectés ont été créés en 2020 par le ministère de l'Enseignement supérieur, piloté par le SGPI. Il y en a aujourd'hui 87 qui sont en fonctionnement en France. Et au départ, ce sont des dispositifs qui sont là pour des primo-entrants à l'université qui, pour des raisons financières ou des raisons de santé, de charges de famille, quelles qu'elles soient, eh bien, vont s'auto-censurer ou ne vont pas aller dans des universités. Donc, il y en a partout dans toute la France, il y en a à Maubeuge, il y en a à Valréas, il y en a dans les quartiers nord de Marseille, il y en a un à Taverny, il y en a à Wallis-et-Futuna, il y en a partout. Ils sont financés pendant 5 ans. Originellement, et dans le dispositif, ce sont des dispositifs d'enseignement à distance pour de la formation initiale. Mais évidemment, derrière cela, il y a un modèle économique qu'il va falloir trouver. Ils sont coportés par des collectivités. Et on voit déjà aujourd'hui que dans ces campus connectés, il y a des étudiants de formation continue, des reprises d'études. Et que les collectivités, au fur et à mesure où on va aller vers un transfert de financement de plus en plus complet vers les collectivités, ont tout intérêt à favoriser pour leur territoire ces apprenants. Et là, j'ai envie de vous dire, message bien compris, investissez avec vos offres ces apprenants qui sont en campus connectés. Les équipes pédagogiques, les formateurs, les tuteurs ont le plus grand mal à identifier des formations initiales et continues de grande qualité pour les formés. Alors parfois, les formés arrivent avec des formations privées, les tuteurs sont un peu gênés, ils voient que ce n'est pas forcément très bon, mais voilà, et puis c'est très coûteux. Là, ça c'est mon message aujourd'hui, allez-y, parce qu'ils ont besoin de vous, parce que vous allez leur fournir des formations de qualité publique, et il va y avoir un gagnant-gagnant. Et je crois que les tuteurs et les formés ont besoin de vous. N'oubliez pas ces espaces, parce que ça, c'est quelque chose qui me paraît en plus répondre à une mission sociale dans tous les territoires. Voilà, ça c'était un peu mon coup de projecteur sur un dispositif que vous avez tout intérêt, à mon avis, à saisir, dans un moment où les financements de l'État, vous l'avez dit, vont être certainement appelés à se raréfier, où les universités vont devoir trouver des moyens de diversifier leurs ressources, et où en même temps, je le répète encore une fois, il faut réfléchir en termes de mission, on va dire universelle des universités pour le XXIe siècle. J'ai été longue, mais je pense que j'ai donné tous les messages pour toute l'après-midi, en tout cas en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Faire mieux, faire ensemble, mutualiser. Digital FCU, c'est 23 partenaires, il n'y a pas que Digital FCU. Olivier, toi, tu as les 2 pieds en plein dedans, si je peux dire, chez Fun, à l'Université numérique. Quelle synergie entre acteurs à mettre en œuvre au service de la communauté de l'enseignement supérieur public ? Bon, alors, effectivement, sur la mutualisation, je suis plus à l'aise que sur l'approche par compétences.
Parce que, j'ai les deux pieds dedans, en tout cas ça fait un moment que je me préoccupe de ça, notamment dans le cadre de l'université numérique, puisque nous produisons des ressources pédagogiques, et ces ressources pédagogiques, on a l'habitude on incite les établissements à produire des ressources, et ces ressources, on les produit de manière mutualisée. C'est dans notre ADN, quoi, hein. On ne finance des productions de ressources pédagogiques que si elles sont produites par au moins 2 établissements. Et comme le disait Henri ce matin, c'est assez paradoxal de constater que les enseignants-chercheurs, quand il s'agit de leurs travaux de recherche, ils ont envie que ça soit diffusé au maximum, et même ils coproduisent les travaux de recherche. Si on ne signe ces publications qu'avec des gens de son équipe, on passe pour un ringard, quoi. Il faut à minima coécrire ces articles avec des personnes qui émanent d'autres universités du territoire, voire même à l'international. Donc la mutualisation, c'est quelque chose qui est capital. Et le modèle de Digital FCU, il est intéressant puisque un établissement produit une ressource et cette ressource, elle va être commercialisée par plusieurs établissements. Et ça c'est super. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très malin. Et on a évoqué tout à l'heure le fait que nous sommes en concurrence avec des centres de formation privés pour la formation professionnelle. On a, à mon avis, aucun intérêt au sein de l'ESR à se concurrencer les uns les autres, mais au contraire à travailler ensemble. Donc je suis complètement convaincu par la logique de mutualisation. Et d'ailleurs, alors pour le moment, dans Digital FCU, c'est pas vraiment le cas, puisque en général, un établissement est porteur d'une formation qui va être vendue par d'autres établissements. Mais il n'empêche qu'il y a 2 exemples qui me viennent à l'esprit, je n'ai pas besoin de trop forcer, hein, puisqu'on est partie prenante. C'est l'exemple de PIX, hein, puisque nous sommes en train de travailler à la mise en place de formations pour la formation professionnelle, mais également pour la formation initiale. Je l'ai évoqué ce matin. Une formation qui va couvrir l'ensemble du référentiel de compétences PIX. Et ces ressources, elles sont produites par une dizaine d'établissements différents. Chacun a décidé de travailler sur telle ou telle partie du référentiel de compétences PIX. Et donc, là encore, on développe des ressources de qualité pédagogiques à plusieurs établissements. Et ensuite, ces ressources, elles vont être commercialisées par tous les établissements et même par des établissements qui n'auront pas participé à la production. Et donc, c'est clairement de la mutualisation, de la non-concurrence, et voilà, tout le monde bénéficie du travail de tout le monde. Et on envisage également à court terme la même chose pour Écrit Plus. Donc là, on a 2 exemples de certification qui sont portés par un GIP pour l'une, par un service interuniversitaire par l'autre, qui sont des certifications de portée au moins nationale. Et on a tout intérêt à mutualiser. Donc voilà, moi je suis complètement convaincu par ça. Alors tu parlais de synergie entre acteurs, les synergies entre établissements d'enseignement supérieur déjà, hein, je viens d'en parler, pour moi c'est clair. Et puis on peut également établir des synergies entre Fun par exemple et l'UM, hein, désolé, c'est un peu la thématique, le fil conducteur de la journée, mais des ressources pédagogiques de grande qualité, de bon niveau scientifique qui ont été produites dans le cadre des universités numériques thématiques de l'UN, elles peuvent très bien être réutilisées à quelques détails de licence près, mais bon, ça peut se travailler. Elles peuvent très bien être réutilisées pour de la formation professionnelle et de ce fait permettre quelque part d'assurer une certaine rentabilité et pourquoi pas de les remettre à jour comme ça a été évoqué dans le cadre d'un atelier qui s'est tenu en fin de matinée. Voilà. Merci beaucoup. Mireille parlait d'émiettement de l'offre de formation professionnelle universitaire ou de l'enseignement supérieur public. Cet émiettement, cette atomisation de l'offre FCU face à ces enjeux de transition majeurs, transition numérique, transition environnementale, on va vers les territoires et la ville durable.
Comment le réseau FCU, alors justement dans cette démarche de réseau, il contribue à des réponses collectives sur ces grands chantiers? Comment ça se... Alors, je pense qu'il y a plusieurs points qu'il faut aborder. Le premier, probablement, et qui est pas neutre quand même, c'est que le fait de travailler ensemble, et notamment sur des principes de consortium ou autres, ça permet de faire bouger aussi les lignes à l'interne de nos établissements. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est important de souligner. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur des projets menés de manière soit en consortium, soit de manière mutualisée, on arrive beaucoup plus facilement à faire bouger des habitudes, des lourdeurs administratives quand on est en consortium plutôt que quand on est seul. Ça, c'est une évidence et c'est quelque chose qui, pour moi, quand même, ressort très clairement des projets dans lesquels on est aujourd'hui. Ça fait aussi monter en compétences. C'est-à-dire qu'on le voit bien, travailler en commun, et ben chacun y gagne. On a monté en compétences sur des notions comme les droits d'auteur, comme les contractualisations, comme les éléments de preuve. Et vous savez que pour ceux qui subissent les contrôles des financeurs de la formation professionnelle, que les éléments de preuve sont devenus une problématique majeure dans nos établissements, puisque sinon on rembourse. C'est toujours désagréable de rembourser les sommes qu'on a pu percevoir. Donc ça, pour moi, c'est quand même important. Et cette mutualisation, on la retrouve aussi aujourd'hui dans d'autres dynamiques portées par le réseau, pas simplement sur des projets de digitalisation, mais aussi sur des projets d'enregistrement de nos diplômes universitaires et diplômes interuniversitaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis un certain nombre d'années maintenant, il existe deux répertoires, le répertoire national des certifications professionnelles et le répertoire spécifique. Et c'est l'enregistrement dans ces répertoires qui confère à nos certifications et aux formations le fait de pouvoir bénéficier des fonds mutualisés, mais aussi d'être reconnus. Et aujourd'hui, on voit bien l'explosion des enregistrements de certification par des acteurs privés. Les derniers enregistrements sont très clairs. Hein. C'est 90% de structures privées qui sont en train d'enregistrer des certifications. Et donc, toutes leurs certifications deviennent assimilables à des Bac+5, Bac+3, etc., etc. Et nous, on est avec nos DU qui ont du mal à avoir une reconnaissance. Et donc, le réseau porte aujourd'hui des démarches collectives pour enregistrer les DU, enfin certains DU et certains DIU dans les répertoires spécifiques, d'une part pour revendiquer quand même cette place de l'enseignement supérieur public, et d'autre part, évidemment, pour que nos stagiaires puissent bénéficier des fonds mutualisés de la formation professionnelle. Donc on voit bien que la démarche de mutualisation, aujourd'hui, elle prend vraiment tout son sens. Et le réseau, vraiment, est là pour porter ces démarches collectives. Merci beaucoup, Laurent. On évoquait ces freins d'enseignants, de structures liés au développement de la formation professionnelle. On a évoqué les profs qui peuvent imaginer leur mission comme dédiée à la formation initiale, la digitalisation ou l'hybridation des formations comme une contrainte supplémentaire. Karine, à l'université Gustave Eiffel, comment vous avez réussi à générer ces coopérations internes là où, depuis les suites du rapport Germiné, on nous exhorte à faire travailler ensemble services de formation continue et laboratoires de recherche? Comment Forco AVD est parvenu à organiser ça? Je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas on y travaille. Je dirais que alors, on a la chance aussi d'être une université un petit peu particulière, puisqu'on a fusionné en janvier 2020 avec un laboratoire de recherche national qui s'appelle l'IFSTAR, et donc qui est constitué uniquement de chercheurs qui ne font pas de formation. Ils sont implantés sur plusieurs régions en France, et du coup, le parti pris qu'on a eu, c'est d'aller les rencontrer.
Il faut se parler, il faut communiquer. Ça suffit pas. Alors en plus, on fonctionne beaucoup par appel à projet. Donc si nous aussi on commence à faire des appels à projet en interne, on s'est dit que ça allait pas du tout être la bonne stratégie. Donc on a pris le parti d'aller les visiter, d'aller les rencontrer sur leur laboratoire, d'échanger avec eux sur leurs travaux de recherche. On s'est rendu compte que beaucoup faisaient déjà de la formation continue, avec des organismes de formation privés, entre autres. Donc on est en train de faire ce travail d'interconnaissance, c'est-à-dire les services de formation continue doivent aussi s'acculturer au sujet de nos chercheurs. Donc on forme nos équipes au sujet, nous pour le coup, de la transition écologique, donc les personnels administratifs, pour qu'il y ait quand même une base de langage commun, et on va les rencontrer. On ne leur demande pas de venir à nous, ça veut dire aussi qu'on se déplace sur beaucoup d'événements qui sont à destination des chercheurs. Donc on est là, on est plusieurs, on se répartit les événements et on va les rencontrer, on discute avec eux. Et quand on discute avec eux, on arrive finalement à établir des coopérations. On a fait aussi beaucoup de communication, donc on est sur toutes les instances, collège des formations, les comités de direction, on essaye de venir partout, de présenter notre projet, d'expliquer ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et puis on voit s'il y a des gens, des personnes en fait, qui sont intéressées par le projet. On a bien conscience que ça ne va pas être suffisant. Il y aura un moment où on aura peut-être fait le tour des bonnes volontés, mais on compte bien capitaliser aussi sur les réussites et les bonnes expériences. On a, au lancement du projet, alors c'était en mars, là, on a organisé un séminaire interne. Donc il y avait quand même une centaine de personnes, donc administratifs, chercheurs, en fait tous les acteurs de la formation continue à l'université. Quand je dis tous les acteurs, on a même invité, on parlait les services financiers, la RH, on a invité vraiment tous nos collègues. On a passé 3 jours ensemble, 2 jours ensemble en séminaire, voilà, pour discuter de transition écologique, de formation continue, avec des tables rondes. On a même fait venir des entreprises, des collectivités. Et puis c'est des temps qui sont importants parce qu'en fait on s'extrait de son travail, de l'urgence, de la charge aussi de travail qu'on peut avoir, et on se focalise vraiment sur le projet. Il y a un des enjeux aussi qui est important pour moi aujourd'hui, c'est comment on va favoriser la transdisciplinarité en fait sur les formations qu'on va monter, parce qu'on rencontre beaucoup ça, on a beaucoup de questions des entreprises, notamment quand on leur dit nous on a une solution par exemple à vous proposer pour réduire les émissions carbone pour votre entreprise. Ils nous disent très bien, mais moi, comment je chiffre en fait? Comment je sais si cette solution, économiquement, elle est plus intéressante pour moi que la solution d'à côté? Donc là, on a tout un travail à faire sur la transdisciplinarité. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé la solution un peu développement durable, comment on implique aussi les enseignants en éco-gestion, voilà. Donc on est en train de travailler sur tous ces sujets-là, et j'ai pas de solution miracle, hein. Je vous ai dit, on y travaille encore, mais je crois que ça passe beaucoup par de la communication, et voilà, c'est un gros travail. Il faut valoriser ce qu'on fait, il faut en parler, il faut communiquer. Merci beaucoup, Karine. Je reviens au projet Digital FCU qui nourrit depuis le dépôt du projet devant le jury cette ambition de fédérer les acteurs de l'enseignement supérieur autour d'une place de marché de la formation professionnelle. Quel regard vous portez, vous, Mireille, et au travers vous, le SGPI, sur cette ambition de fédérer ces acteurs autour d'une place de marché? Je vais faire une réponse courte. C'est bien. Non, moi, au titre de la stratégie enseignement numérique, vous le savez, c'est un secret de polichinelle. Je pense que c'est une voie, et c'est un projet que je soutiens beaucoup. C'est une voie extrêmement importante. Enfin, je veux dire, on se l'est tous assez dit. Pour les raisons que vous avez évoquées, pour des questions, encore une fois, je le répète, de visibilité de l'offre, pensée usager, pensée client. Voilà, tout simplement. À un moment donné, on peut se faire plaisir, on peut brandir nos petits drapeaux chacun dans notre coin, mais il faut penser à celui qui cherche une formation.
pas plus compliqué. Et au-delà de ça, pour répondre alors très brièvement, à côté de ces questions de place de marché, le SGPI actuellement mène une réflexion sur l'animation de la communauté des projets sélectionnés dans CMA et dans une autre opération qui a été en partie financée par le PIA, qui était l'appel de Definum. Et donc là aussi, pour essayer, alors non pas de forcer à la mutualisation, mais comme dans toute communauté apprenante, de rendre plus visibles les résultats, de permettre des échanges de bonnes pratiques et voilà, des échanges aussi d'outils, de solutions. Et je pense que ça aussi, alors c'est moins, c'est un peu, alors c'est un peu formel, sans être totalement formel et contraint, mais il est évident que là aussi, et ça rejoint votre précédente question sur la question de l'emploi de la dépense publique, il y a cette question d'emploi de la dépense publique, et puis moi quelque chose à quoi je suis très sensible, qui est, je crois à la vertu des appels à projets, mais je sais combien cela met sous tension les équipes. Et donc, je dis vraiment, je pense que la question de la mutualisation, de la publication la plus large des résultats et des initiatives, elle est là aussi pour éviter que dans 1000 endroits fleurissent des projets parallèles qui affrontent les mêmes difficultés, qui mettent énormément de temps à les résoudre, alors que quand même en commun et sans qu'il y ait de concurrence, parce que face aux difficultés, on est à peu près tous au même point, on peut quand même se faciliter tous la tâche et surtout éviter qu'on refasse les mêmes choses à des endroits très, très proches les uns des autres. Donc, c'est deux sujets complètement différents, mutualisation d'un sens large, animation d'une communauté pour faciliter la publicité des résultats et des initiatives et favoriser les échanges de bonnes pratiques. Ça, c'est l'action qui est celle que met en place le SGPI avec les ministères partenaires. Et puis, de notre côté, la question qui vous agite ici et qui vous anime ici, qui est cette place de marché de l'ESR public. Et vous avez compris, je l'aurais dit, je pense que c'est une très bonne stratégie. Merci beaucoup Mireille. Alors pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la place de marché de l'enseignement supérieur public, je vous invite à rejoindre l'atelier 5 juste après cette table ronde. La promotion est faite. Justement, puisqu'on parle de place de marché, Digital FCU, c'est une expérimentation qui vise la construction d'un outil d'amplification. C'est quoi la suite, Olivier? Est-ce que cet outil doit servir le collectif? Oui, c'est une expérimentation, on cherche à faire la preuve d'un concept avec Digital FCU, mais on est sur un marché de niche, je crois que je l'ai évoqué ce matin, on s'intéresse à la formation de formateurs, donc ça ne concerne pas énormément de monde, mais on a des pistes, d'autres pistes, puisqu'il y a le projet Cyber Skills for All, le projet C'est décidé, qui concerne la cybersécurité, qui concerne la décarbonation, qui vont arriver, dont les ressources pédagogiques et les formations vont arriver très vite sur la même plateforme. Donc on aura ce lieu unique avec des formations qui concernent la formation de formateurs, des formations sur la cybersécurité, des formations sur la décarbonation, et évidemment, notre objectif, mais Mireille l'a évoqué à l'instant, notre objectif c'est d'en faire... Alors, place de marché, je vous ai déjà dit mes réticences, mais ça doit être uniquement philosophique, mais en tout cas le lieu de la mise en visibilité des formations professionnelles de l'ESR. Et pour moi, ça c'est vraiment capital, parce que la plateforme Fun, c'est pas rien. On a, comme vous l'avez vu ce matin, on a 4 millions d'inscrits, et 4 millions d'inscrits qui proviennent de zones géographiques assez variées. Alors évidemment, notre trafic, il est essentiellement français et francophone, mais on a parlé d'outils de sous-titrage automatique en langues étrangères, on a vraiment un potentiel, on a ces 4 millions d'inscrits qui ont vocation à continuer de croître et de se multiplier, et puis on peut s'adresser à vraiment un public international, donc mettre en visibilité les formations professionnelles développées par l'ESR
dans une logique de non-concurrence entre nous, mais de concurrence avec ceux qui jouent la concurrence à fond, les opérateurs privés. Moi, je trouve ça vraiment bien. On a potentiellement un super outil pour jouer ce rôle. Merci. Dans les quelques minutes qui nous restent, peut-être laisser la parole à la salle si vous avez des questions ou des réactions à poser des questions à poser à nos intervenants, ou si vous voulez partager des réactions, la parole circule et je fais bouger le micro. Bonjour, Pierre Boulet, vice-président numérique de l'Université de Lille. Dans mon établissement, on a 600 ou 700 diplômes, chacun décomposé en plein d'éléments constitutifs de tailles différentes, et on a l'ambition de l'ouvrir, tous ces éléments constitutifs, à la formation continue. Sous forme de CU, de DU, pour certains, pour faire des regroupements. Voilà. En fait, on le fait déjà. Dans nos formations initiales, dans nos cours, on a des gens qui sont en formation initiale, en alternance, en formation continue. Donc, et on n'a pas, je pense, le temps d'enseignants nécessaire pour faire d'autres formations en plus. On est déjà tous surchargés d'heures complémentaires. Donc, comment on peut aller au-delà d'ouvrir nos groupes de formation initiale à la formation continue, ce qu'on fait déjà, pour faire des formations spécifiques en dehors des appels à projets qui peuvent financer ponctuellement quelque chose, et quand le projet se termine, comment on fait pour le faire continuer? Alors, c'est toujours quelque chose qui effectivement est complexe. La richesse des universités, c'est le temps enseignant-chercheur. C'est ça qui fait de toute façon la richesse des universités. Donc effectivement, c'est comment est-ce qu'on la valorise au mieux. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est comment on réfléchit en silo souvent, et comment on développe quelque chose qui n'est pensé que pour la formation initiale. Quelque chose qui va être pensé uniquement que pour la diffusion culturelle et scientifique. Quelque chose qui va être pensé uniquement pour la formation continue. Et on voit, nous, dans mon établissement, on va aller solliciter un enseignant pour participer effectivement à une action de formation continue, et il nous répond « Ouais, mais il y a 2 mois, j'ai fait quasiment la même chose pour tel ou tel, ou pour voir dans les activités de recherche, où aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus dans les projets de recherche de la diffusion, des savoirs produits. Et on se retrouve comme ça à gaspiller le temps de nos enseignants-chercheurs. Donc moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de plus en plus une démarche globale au niveau de nos établissements et qu'on réfléchisse vraiment de manière transversale entre les différentes activités. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je crois beaucoup aujourd'hui à la mutualisation entre les universités. Je suis vraiment un fervent défenseur de cette politique. Je pense que Digital FCU, c'est un exemple. Ça nous permet de monter en compétences, mais surtout, ça nous permet de démontrer que c'est faisable. Effectivement, quand vous mettez 19 responsables de formation continue autour de la table, forcément, c'est pas simple. Forcément, chacun a des habitudes, chacun a des souhaits de tirer la couverture vers lui. Néanmoins, on y arrive. Et donc, effectivement, comme le dit Olivier, on est sur quelque chose de niche. Maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est comment on passe à l'étape supérieure, on sort de cette niche et on arrive à se positionner sur des chantiers d'importance et qui vont concerner un grand nombre d'établissements. Et je pense qu'on peut très facilement identifier des champs de la formation professionnelle qui vont concerner bon nombre d'établissements et qui, du coup, feront gagner du temps enseignants-chercheurs dans chacun de nos établissements. S'il n'y a pas d'autres questions ou réactions, puisque on arrive au terme de cette table ronde, je vous remercie beaucoup pour votre participation.